Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous retrouvez à 20h30 à la télévision, si vous nous suivez via vos box, émission que vous retrouvez parallèlement en replay, tous les jours bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC qui poursuit son rattrapage et qui renoue avec le niveau des 8000 points. Le sommet historique du CAC avait été marqué au cours du premier trimestre 2024. Je crois, de mémoire, mois d'avril, mois de mai, à 8250 points. Le rattrapage du CAC, donc, qui se matérialise encore un peu plus aujourd'hui. Un indice qui a repris 10% maintenant, depuis les points bas du mois de décembre. Nous aurons l'occasion d'y revenir, à la faveur de bons résultats. L'exemple du jour dans le secteur bancaire, c'est Société Générale qui voit son titre s'envoler même de plus de 10%, plus 12% pour le titre Société Générale, ce qui montre l'effet de soulagement que l'on peut observer sur des marchés avec des primes de risque qui ont été importantes ces derniers temps. Le CAC qui poursuit son rattrapage à la faveur aussi peut-être d'une incertitude politique qui s'est un petit peu atténuée, au moins pour quelques temps, et la perspective également d'un soutien peut-être un peu plus important de la part de la politique monétaire. C'est le sujet des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne qui a déjà délivré 5 baisses de taux ces derniers mois et qui va continuer de le faire. Le CAC à 8000 points, nous en parlerons bien sûr dès l'ouverture de cette émission avec nos invités de Planète Marché. Côté politique monétaire, la Banque d'Angleterre a délivré comme prévu une nouvelle baisse de taux de 25 points de base. Alors, la Banque d'Angleterre qui va en pointillé. On baisse les taux, on marque une pause, on rebaisse les taux, on remarque une pause. C'est la troisième baisse de taux depuis le mois d'août dernier pour la Banque d'Angleterre qui a révisé à la baisse très nettement ses perspectives de croissance pour cette année, mais à la hausse ses perspectives d'inflation. Une situation qui n'est jamais évidente du point de vue de la politique monétaire, et Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a d'ailleurs gardé et maintenu la ligne directrice de la prudence pour la suite, avec bien sûr des données devant nous qui seront importantes pour les prochaines décisions de la Banque d'Angleterre. Le marché continue de voir au moins 2 baisses de taux possibles pour la Banque d'Angleterre au cours de cette année 2025. Voilà pour les sujets du moment. Donald Trump, bien sûr, 3e semaine d'exercice du pouvoir pour Donald Trump qui est sur tous les fronts et qui sera bien sûr dans notre conversation également avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous nous focaliserons sur une classe d'actifs dont on parle régulièrement, qui a beaucoup souffert ces dernières années, les small caps, les petites capitalisations boursières. Que peut-on en attendre en 2025 ? Est-ce que la sous-performance des small caps est une fatalité ? Non, sans doute. C'est ce que nous dira Stéphanie Brumel-Moget, qui est gérante privée à la financière d'Uzès et qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La tendance est positive, très positive même pour l'ensemble des indices actions et notamment en Europe. Oui, les indices européens volent de record en record. Le DAX inscrit un nouveau plus haut, accompagné du FTSE, de l'Eurostoxx 50 et du Stoxx 600. En Italie, le MIB est au plus haut depuis un an et en France, le CAC 40 évolue lui aussi en territoire positif, gagne plus de 1,4% et ça y est, repasse le seuil des 8000 points au cours de la séance. Aux États-Unis, les grands indices ont ouvert sur une note positive également. La séance a été rythmée à nouveau par les publications microéconomiques. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, un mot de politique monétaire avec la décision de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre a baissé son principal taux directeur de 25 points de base, le ramenant ainsi de 4,75 à 4,50%. Il s'agit de la 3e baisse de taux depuis l'été dernier. Pour la suite, la BOE se montre encore prudente après avoir révisé à la baisse ses prévisions de croissance, mais à la hausse ses prévisions d'inflation. À noter que 2 membres de la BOE ont voté en faveur d'une baisse des taux de 50 points de base lors de cette réunion. Le marché des changes a réagi à cette décision de la Banque d'Angleterre à travers la devise britannique notamment. Oui, la livre sterling trébuche de 1% par rapport au dollar, autour de 1,24. Le rendement britannique à 10 ans évolue autour de 4,5%. Dans le reste de l'Europe, le rendement allemand à 10 ans est entre 2,35 et 2,40%. Aux États-Unis, le 10 ans évolue autour de 4,40%. L'euro
possède du terrain et se traite sous 1,04 par rapport au dollar. Venons-en aux résultats d'entreprise, à commencer par ceux de la Société Générale. Oui, c'est du solide pour Société Générale, du solide directement salué puisque le titre grimpe de plus de 12% en tête du CAC 40. Grâce au rebond de la banque de détail, SG double son bénéfice au 4e trimestre à plus de 1 milliard d'euros sur la période. Le produit net bancaire est en hausse de plus de 10% et tous les résultats sont supérieurs aux attentes. ArcelorMittal fait également état de très bons résultats. Oui, le sidérurgiste fait état d'un EBITDA en hausse de 13% au 4e trimestre et dépasse ainsi de 8% les estimations des analystes. ArcelorMittal annonce également une augmentation de 10% de son dividende de 2025. L'entreprise confirme par ailleurs un plan d'investissement massif de 1 milliard de dollars aux États-Unis plutôt qu'en Europe. La publication et les annonces sont saluées, le titre est en hausse de plus de 10%. Dans la santé, Eli Lilly fait suite aux résultats de Novo Nordisk hier soir. Eli qui était déjà d'ailleurs porté par les résultats de Novo et qui a publié à son tour. Oui, l'entreprise annonce des résultats conformes aux attentes du marché pour le 4e trimestre. Le groupe fait état d'un bénéfice net de plus de 4 milliards de dollars. Le bénéfice annuel, lui, est largement supérieur aux attentes. Pour 2025, Eli Lilly prévoit une croissance de ses bénéfices. Le titre ouvre en légère hausse à Wall Street. Toujours dans la santé, AstraZeneca se félicite d'une très bonne performance 2024. L'entreprise fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 25% à taux de change constant au titre du 4e trimestre à 15 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice, les ventes progressent de plus de 20%. Le titre est en hausse de plus de 6%. Et puis ça reste compliqué dans le secteur des semi-conducteurs avec en France la chute de Soitec aujourd'hui qui ne passe pas inaperçue. Oui, c'est effectivement la plus forte baisse du SBF 120 aujourd'hui, moins 30%. L'entreprise de semi-conducteurs a abaissé hier ses prévisions pour l'année 2025. Soitec anticipe un recul de l'ordre de 7 à 9% de ses ventes cette année. Le cours avait été suspendu à l'ouverture. Quel sera le programme de demain pour conclure la semaine, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain de janvier. Et aussi ce soir, les résultats d'Amazon seront publiés. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bastien Dru est à nos côtés, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alexandre Baradez nous accompagne, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Véronique Riche-Flores qui était également parmi nous, présidente de RF Research et membre de Caleis 360. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Commence avec vous et Caleis 360, Véronique, puisqu'on est le jour où le CAC 40 renoue avec les 8000 points. C'est un seuil symbolique effectivement. Et c'était ce qu'on appelle dans le jargon un call, une conviction très forte que vous portiez avec Caleis 360. Ah oui, je fais le post-mortem, début décembre. J'ai repris la note que vous écriviez en décembre. C'était d'ailleurs juste après la censure du gouvernement de Michel Barnier. Le CAC devait se traiter entre 7100, 7200 points. On était à peu près sur ces niveaux-là début décembre. Vous écriviez CAC 40, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, avec un argumentaire assez circonstancié. Pourquoi est-ce que le CAC va rebondir ? Dans un souci de cohérence stratégique avec notre confiance à l'égard du DAX allemand, l'idée d'un rattrapage du CAC par rapport au DAX, ou bien qu'on reparle du DAX également. Le CAC est constitué d'entreprises dans leur majorité internationale dont les ressorts de l'activité dépassent de loin les évolutions du contexte hexagonal ou même européen. 3. Le contexte mondial, sans être dépourvu de risques géopolitiques en particulier, semble en mesure de continuer à évoluer sur une tendance comparable à celle de 2024, c'est-à-dire la tendance d'une croissance. C'est les arguments que vous mettiez en avant. Je veux bien que vous nous fassiez le post-mortem. Mais je veux bien que vous nous fassiez le post-mortem à chaud. Qu'est-ce qui a marché dans ce call ? Parce que le CAC a repris 10% depuis. Alors, tout y est à peu près. Ce qui était notre approche à l'époque, c'est de dire, le CAC a été considérablement sanctionné. A marqué une sous-performance historique par rapport au DAX notamment. Et à partir du moment où effectivement on n'était pas, nous semblait-il, à la veille d'un nouvel épisode de crise politique, sans budget ou avec on ne sait quoi, etc. Non, c'était quand même au lendemain de la censure du gouvernement Barnier. Il fallait quand même... d'accord. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on avait compris, c'est que le gouvernement qui suivrait, même s'il a été un peu long à mettre en place, serait forcément moins
moins violent dans son approche budgétaire, donc un peu plus favorable à la croissance, qu'avec un peu de chance, donc ça pourrait tenir sur le plan politique, et qu'à partir de là, effectivement, le risque politique lui-même pouvait être évacué avec ce qu'on avait, l'ampleur de la sous-performance, on envisageait donc ce rattrapage. Alors, rattrapage, quand vous avez perdu 15% par rapport à l'indice au DAX, ça fait effectivement à peu près ce qu'on a fait, pas tout à fait encore. Mais effectivement, vous avez eu la première quinzaine de janvier, le CAC 40 a été l'actif au monde d'ailleurs, pas que sur les actions, le plus performant. Aujourd'hui, ça se poursuit. Alors, on est probablement bien parti pour aller retrouver les points hauts précédents. Vous citiez le 8250 du mois d'avril, je crois. Est-ce qu'on ira beaucoup plus loin ? C'est conditionné à beaucoup d'éléments, mais effectivement, le gros des craintes est derrière nous. On a un euro faible. La France n'est pas le plus sensible, mais quand même. On a des changements de stratégie politique au niveau européen, également dans la défense, dans le militaire, la prise de fonction de Donald Tusk. Oui, d'accord. Oui, l'autre Donald. Oui, le nôtre. Donald, oui. le nôtre, qui change aussi les choses et qui nous rappelle qu'on a quand même un potentiel de développement industriel un peu différent. C'est pas celui qu'on aurait préféré, effectivement, mais il est là. Et la France n'est pas la dernière à ce jeu de reconstruction de la défense. Et puis un environnement mondial qui, pour l'instant, une Chine à peu près épargné par la politique de Donald Trump, ça a permis au luxe quand même de participer à ce rattrapage. L'avenir dira si c'est solide ou pas, c'est bien là qu'il y a pas mal d'interrogations encore, mais on est assez confiant effectivement. En tout cas, à partir du moment où on évacue ce risque politique, et on évacue tout ce qui a congelé l'économie française quand même, depuis paralysé 6 mois. Ouais. Oui, congelé, j'aime bien, congelé, j'aime bien. Le dernier trimestre, c'est presque quand même là. Et il n'y a pas de raison. L'économie française n'est pas la dernière des économies européennes. Et nous, on est encore confiants sur la capacité, effectivement, de donner plutôt de bonnes nouvelles par rapport à d'où on vient. Bon, c'était un call tactique, comme vous le décriviez à l'époque. Mais je reviens sur votre premier argument qui était de dire le CAC va rattraper. C'est pour nous un souci de cohérence stratégique avec notre confiance à l'égard du DAX allemand. Cette confiance à l'égard du DAX allemand, elle est toujours valable aujourd'hui, Véronique ? Elle est toujours valable. Parce que là, c'est des sommes historiques. Suspendue, comme beaucoup d'autres choses aujourd'hui, aux décisions américaines, en l'occurrence, notamment sur le protectionnisme, toujours. Aux décisions des Allemands aussi, qui vont voter là, dans 15 jours aussi. Les Allemands, effectivement, mais ce qu'on attend de la future gouvernance ou du futur gouvernement allemand, c'est aussi un peu plus de flexibilité. Moi, je trouve très important ce qui s'est passé avec le sommet extraordinaire sur la défense, où tout d'un coup en Europe, ça y est, tiens, on se dit oui, on va être un peu plus souple là, sur le pacte de stabilité pour ce qui concerne la défense. Et je pense qu'on est dans cette veine-là. C'est toujours comme ça en Europe. Il faut être au pied du mur ou se taper dans le mur pour arriver à trouver des moyens de le surmonter. Je pense qu'on est dans cette veine-là. Alors, je pense que le DAX a quand même bien performé, peut-être un peu trop, et je serais tentée d'envisager, si les choses ne se passent pas trop mal, effectivement que le CAC 40 surperforme le DAX y compris. Mais effectivement, on était le numéro qui précédait, je crois, parlait du DAX. Novembre, c'était le DAX, décembre, c'était le CAC. On ne voyait pas à partir du moment où la France était moins sous l'emprise des risques, pourquoi le CAC n'embrayerait pas. Bon, dans ce jeu relatif des marchés, là, quelle chance on donne aux indices européens, CAC ou DAX, par rapport à des indices américains ? C'est la question qu'on posera sur les small caps. Est-ce que la sous-performance des small caps ou est-ce que la sous-performance de l'Europe est une fatalité ? On sait qu'il y a des épisodes de rattrapage. Et on a le sentiment qu'on est peut-être dans un de ceux-là aujourd'hui, Alexandre. Ça, bravo à Véronique pour son call, parce que le sentiment qu'on avait, c'était un sentiment qu'effectivement, avec 20% de sous-perf l'année dernière par rapport au marché américain, il y avait quand même effectivement un peu de marge de rattrapage, mais moi j'avoue que je voyais plutôt ça sur une
sur une partie de l'année, avec un début d'année avec les questions d'ordre politique domestique, politique européenne avec l'Allemagne, et puis les questions tarifaires avec les États-Unis, je pensais qu'on allait souffrir un peu plus longtemps, en tout cas rester un peu plus bas plus longtemps, avant que ça se décoince plutôt au second semestre. Donc, call vraiment tactique intéressant. Mais c'est vrai que le sentiment quand même qui règne actuellement, il est quand même un peu curieux, parce que l'agressivité initiale de Trump, elle se focalisait sur ses voisins immédiats, et tout de suite, il a replié les voiles avec 30 jours de délai pour chacun pour commencer à négocier. On a presque l'impression, il n'a pas oublié la Chine, mais la Chine a répliqué de manière très ciblée ou autre. Et donc on se dit, bon, finalement, il démarre ce mandat plutôt tranquillement. Et est-ce que le piège n'est pas là? C'est-à-dire que est-ce qu'on se dit pas que Trump, effectivement, c'est pas le même Trump que la V1, peut-être qu'il est mieux entouré, mieux conseillé aussi que les faucons qui l'entouraient à une époque, mais il nous endort, quoi. Oui, est-ce qu'on n'est pas une phase un peu dans l'endormissement, ou avec une réalité quand même derrière, qui est que l'Europe, on sent bien qu'il y a le deal là quand même qui est en maturation, avec peut-être l'aspect géopolitique. Et juste avant qu'on se retrouve ce soir, il y a des fuites d'ailleurs, de médias qui laissent entendre que il y a donc des fuites sur le plan de paix de Trump, qui serait donc pour cesser le feu à partir du mois d'avril. Russie-Ukraine. Voilà, préliminaire entre les dirigeants février-mars. Et on a vu d'ailleurs après ça l'or repartir un peu à la baisse, le pétrole repartir un peu à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques réactions de marché, pas très violentes, mais on sent quand même que ça s'est un peu ajusté sur ces leaks, ces fuites. Donc, est-ce que du coup la négo avec l'Europe se fait déjà peut-être un peu en sous-marin avant d'annoncer ces choses, ce qui serait pas forcément mal, ou est-ce au contraire, on n'a encore pas beaucoup de discussions et ça va arriver d'un coup? C'est dur à dire, mais moi, ce qui me gêne un peu, et c'est ce qu'on disait quelques jours ensemble, c'est que d'un côté, vous avez des marchés américains qui ont été indestructibles pendant 2 ans, qui ont fait face à absolument tout, mais tout boosté par des déficits absolument énormes, par des consommateurs hyper résilients. Et puis, on se rend compte que là, depuis quelques mois, l'inflation fait moins de progrès, la Fed a mis en pause ses baisses de taux. Alors, avec Trump, ça commence à grincer un peu sur la question de baisse de taux, et puis on a vu que finalement Trump avait dit, bon, actuellement, les baisses de taux, donc... mais pour autant, les marchés américains sont chers. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que d'un point de vue historique, on est cher. Et la phase d'après, il n'y a pas 36 possibilités. C'est-à-dire soit à 22, 23 fois les multiples actuels sur la S&P, on continue de monter. C'est en gros, si le S&P prend encore 10 à 15%, on retrouve grosso modo, si le S&P fait ça, on retrouve les multiples des années 2000. S'il fait 10 à 15% de plus. Donc déjà, on est cher. Si on fait 10-15%, c'est pas énorme pour un indice comme le S&P. Donc si on fait ça, on se retrouve avec des 26 à 27 fois les bénéfices, qui étaient des niveaux quasiment de pic de la bulle Internet. Je ne parle pas du Nasdaq, je parle du S&P. Et là, l'oxygène sera raréfié, quoi. Donc est-ce qu'on laisse les marchés aller jusqu'ici, ou est-ce que la Fed, dans son idée de faire une pause sur les taux, ne considère pas qu'il y a le double mandat officiel emploi-inflation, et peut-être aussi un mandat un peu implicite qui ressort de temps en temps, qui est la stabilité financière. Et Jérôme Powell, on l'a interrogé là-dessus mercredi dernier, la dernière réunion, il a dit que les prix des actifs sont élevés, et on regarde les prix des actifs sous l'angle de la stabilité financière. Donc est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de maintenir une politique américaine un peu raide pendant quelques temps encore, pour aussi calmer un peu cette poche-là? Et à partir du moment où les marchés américains, à un moment donné, vont forcément respirer, c'est là que je me pose la question par rapport au niveau du 8000, voilà quelques. Si, et c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours, quand le stress tarifaire s'est exécuté sur un week-end, d'un seul coup, tous les indices américains, européens ont baissé, je dis pas au même niveau, mais pas loin, que le même timing. Donc l'idée pour moi elle est là, c'est qu'à un moment donné, quand les marchés américains vont devoir corriger, parce que je pense qu'ils vont corriger, l'Europe, je pense, sera intégrée à ce schéma de correction, et peut-être que là, il y aura peut-être une surperf relative de l'Europe. Si les US font moins 10, moins 15, peut-être que l'Europe ne fera que moins 7 ou moins 8. Et moi, j'attends cet épisode. C'est-à-dire, je trouve que si on considère que le CAC peut aller à 8003 et au-delà, c'est-à-dire qu'on considère aussi... que les US ont continué leur course en avant. Voilà. D'accord. Et que ça nous rapprocherait peut-être de niveaux un peu extrêmes. Oui. Oui, ça restait tactique pour l'instant, on verra. Mais bon, tous les bons calls commencent par un call tactique, un aspect tactique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bastien? Moi, je veux bien qu'on reste un peu sur le cas de l'Europe. En termes d'investissement, alors évidemment, c'est très marché. Il y a les questions macroéconomiques et de politique monétaire. Mais c'est vrai que là, visiblement, il y a une chance sur l'Europe qu'il faut peut-être pas rater, quoi. En matière d'investissement, j'en sais rien. Oui, tout à fait. En fait, je pense que vous avez beaucoup d'énergie. Les deux intervenants précédents ont vraiment beaucoup d'énergie. Et ce que je peux peut-être essayer de compléter, le plan sur lequel je peux compléter, c'est peut-être du soulagement par rapport justement à Trump. Parce que ce qui s'est passé, Trump a changé plein de fois d'avis sur ce qu'il voulait faire en termes de hausse de droits de douane. Et la dernière version, même si elle est mise en pause, c'est 10 points sur la Chine, 25 points sur le Mexique et le Canada.
Et alors qu'au début, c'était plutôt 60 sur la Chine et pour le reste du monde. Et on ne parlait pas du Canada. Et en fait, ce que ça dit, c'est que les priorités, finalement, sont complètement liées à l'immigration et à la gestion de la frontière. C'est pour ça que le Mexique et le Canada se font beaucoup plus sanctionner que les autres pays. Et que la question, vraiment à proprement parler, commerciale, elle est presque secondaire, quoi. Et on voit qu'à la Chine, ils reprochent quand même surtout le déséquilibre commercial. Et là, il leur a mis que 10 points de hausse de droits de douane. Et en fait, en suivant ce raisonnement, on se dit, nous, en Europe, il ne peut pas nous reprocher la gestion de la frontière avec le Canada. Ni le fentanyl. Et voilà. Et du coup, on serait plutôt dans une configuration à une hausse de taux, une hausse de droits de douane de 10 points. Et nous, en Europe, on est la zone où la devise est le plus dépréciée depuis l'élection de Donald Trump, quoi. Depuis l'élection de Donald Trump, l'euro a perdu 5-6% par rapport au dollar. Le renminbi, le dollar canadien et le peso mexicain ont perdu entre 2 et 3%. Donc, s'il nous met une hausse de droits de douane de 10 points et que l'euro a déjà perdu 6%, il y a déjà un énorme amortissement par rapport à ça. Et donc, je pense que toutes ces évolutions, finalement, sur le dossier commercial ont amené du soulagement pour l'Europe. Alors, je ne dis pas que l'Europe ne va pas être sanctionnée. Hein, il va peut-être finalement quand même sanctionner peut-être le secteur plutôt automobile. Il va peut-être cibler des secteurs en particulier. Mais de toute façon, dans le cas de l'Europe, ça sera largement déjà amorti par l'évolution de l'euro qui vient d'y avoir. Et justement, cette dépréciation de l'euro qu'on vient d'avoir sans hausse de droits de douane, c'est tout bénéfice pour le marché européen, quoi. Ça participe à ce que disait Véronique tout à l'heure, quoi. Ça participe à cette remontée des marchés actions sur ce mois de janvier et de Donc février. on a déjà traité au moins 50% de la question des droits de douane possibles sur nos produits exportés vers les Possiblement, États-Unis. alors que ce n'est pas du tout le cas du Canada et du Mexique. Pour le cas Alors les devises mexicaines et canadiennes ont quand même beaucoup baissé. Mais depuis l'élection, ça a perdu que 2 ou 3%. Pas depuis l'élection. Ouais. 2 ou 3%. Oui, évidemment, avant l'élection, il y avait un peu d'anticipation aussi. Mais pour aller compenser une hausse de 25 points de pourcentage des droits de douane, là, c'est pas possible. Le change ne suffit pas, quoi. Et donc, ça serait quand même très négatif pour ces deux économies-là qui sont super dépendantes des États-Unis. Et pour l'économie américaine. Enfin, je veux dire. Et oui, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. Mais vu l'imbrication de cette zone, le Mexique et le Canada souffriraient quand même beaucoup plus que les États-Unis. Ça, c'est très clair. J'entends. Bon, comment vous avez compris d'ailleurs cette approche tarifaire de Trump? Parce que si j'intègre la Colombie, alors là, ça a été effectivement un peu hors des clous, mais je veux dire, il a renoncé très vite à chaque fois à mettre ces menaces à exécution de barrières tarifaires. Et de ce que je comprends, notamment de la conférence de presse qu'a pu faire la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum après sa longue conversation constructive avec Trump, j'ai l'impression qu'elle est très satisfaite du résultat. C'est-à-dire que pour elle, c'est presque sa victoire, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a quasiment rien concédé. Des troupes à la frontière, il y en a déjà. Pareil côté canadien. Et je crois même qu'elle déclare qu'elle a obtenu des États-Unis qu'eux fassent des efforts sur les armes qui passent la frontière dans le sens États-Unis-Mexique. Donc là aussi, parce que c'est un problème pour le Mexique. Donc, elle a très bien joué. Y compris du point de vue tactique, en lui disant on est plus fort ensemble pour lutter contre les produits chinois qu'en se faisant la guerre. Enfin, j'ai trouvé ça excellent. Elle l'a retourné, quoi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai je l'ai compris, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas pour rien qu'elle est présidente du Mexique. Ce pays-là, quand même, elle a dû en trouver sur sa route des énergumènes. Peut-être qu'elle sait mieux les prendre que la moyenne, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une scientifique, c'est ça. J'avais vu scientifique, elle a été membre du GIEC. Voilà, c'est ça. Donc, non, et c'est très difficile de répondre à la question parce que on sait plus. La seule conclusion qu'on puisse avoir, c'est que nous sommes dans une ère de l'incertitude et à tous les niveaux, sur tous les fronts, parce que c'est pareil à l'égard du Panama ou du Groenland ou de ce qui s'est passé à Gaza quand même. Donc, tout ceci alimente quand même un terrain
devient extrêmement inconfortable, où on ne sait plus ce qui peut, y compris en Europe par exemple, nous tomber dessus demain ou être dénoué. Donc je n'ai pas d'explication. Je ne pense pas qu'on puisse néanmoins en déduire qu'on va retrouver un mode opérationnel de Trump comparable à ce qu'on avait pendant son premier mandat. Hein. C'était un peu la question. On frappe fort pour provoquer des échanges et puis après on négocie. Ça y ressemble, oui, mais c'est quand même une version beaucoup plus musclée qui est fondamentalement inquiétante. Après, je pense qu'effectivement, beaucoup de sa campagne et de sa popularité, en tout cas, va tenir à ce qu'il peut faire au niveau de l'immigration. En tout cas, c'est comme ça qu'il le comprend. Très MAGA. Probablement, c'est vraiment sa base MAGA qu'il adresse, entre guillemets. Après, attention à la Chine, parce qu'il y a quand même une anxiété de la population américaine à l'égard des menaces chinoises qui est assez sidérante. Quand on parle avec des Américains, c'est quand même un sujet qui revient très très facilement, de manière assez stupéfiante, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas ce réflexe-là. Là, il y a vraiment l'inquiétude, le péril chinois, donc je ne suis pas sûre qu'il puisse être aussi manœuvrant. Qu'il puisse laisser de côté complètement ce sujet-là. Je pense qu'il va falloir qu'il revienne, mais je ne sais pas sous quelle forme, effectivement. Ceci dit, en attaquant le Mexique, qui est moins attaqué aujourd'hui, aussi, ce qui vise, c'est bien évidemment les entreprises chinoises qui se sont largement implantées dans le pays ces dernières années. Hein. Donc, mais c'est un sujet d'incertitude, d'interrogation. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Alexandre. Après, on peut s'interroger aussi sur le timing et peut-être une stratégie. Alors, je ne sais pas si c'est pensé comme tel, mais c'est vrai qu'on remarque quand même que depuis quelques jours, on a des taux américains qui repartent un peu à la baisse, et ça s'est un peu accentué après justement le week-end de stress sur les questions tarifaires, où là, c'est plus tellement le côté impact sur les prix de ces éventuelles taxes que les marges obligatoires ont pricées, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le côté risque pour l'économie mondiale d'avoir des discussions comme ça qui se durcissent. Et est-ce que dans l'esprit de Trump, et on a vu des discussions là ces dernières heures entre son secrétaire au Trésor et lui, et c'est le secrétaire au Trésor qui a dit: le président et moi, en gros, ce que nous voulons voir, c'est des taux baissés, mais pas forcément la... Les taux longs. Il dit le taux long. Voilà. Et parce que c'est le 10 ans. Le 10 ans, pourquoi ? Parce que vous comparez un taux 10 ans et un taux 30 ans immobilier aux États-Unis, la corrélation est quasiment parfaite. Donc, ce qu'il veut, c'est que les taux baissent sans finalement avoir à dire à la Fed quoi faire. Et stratégiquement, c'est que si les marchés continuent de faire ce qu'ils ont fait depuis quelques jours, plus on va attiser un peu ces menaces de sanctions ou autres, plus les taux longs US pourraient baisser. Donc, on crée d'une certaine manière un peu de crainte, à condition d'arrêter cette crainte assez tôt pour ne pas qu'elle se propage en termes de risque pour le consommateur, psychologique pour les entreprises ou autres. Mais ce serait une manière de faire baisser les taux longs, donc de donner un petit soutien à l'économie aussi, sans avoir menacé la Fed. Est-ce que ce ne serait pas le plan de vol, c'est-à-dire d'être dur pendant quelques mois, impacter les taux, et ensuite la Fed peut continuer ses baisses de taux pour de bon, une fois qu'on a des certitudes sur l'inflation qui pendant 2-3 mois qui aurait ralenti. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière à voir? Comment vous regardez justement la question des taux longs américains? Ça nous amène à parler de la Fed, mais c'est quoi un peu l'état des forces en présence qui guident un 10 ans américain aujourd'hui, entre l'incertitude, la prime de terme, le risque inflationniste ou le risque d'une inflation qui aurait encore du mal à revenir à l'objectif, et face à ça, peut-être, moins de tarifs que ce qu'on pouvait craindre à l'arrivée, et puis peut-être aussi un phénomène d'une économie américaine qui pourrait aussi s'épuiser peut-être à un moment, Bastien. Comment vous faites l'équilibre des choses là ? Alors, je ne sais pas si c'est une volonté de Trump de vouloir faire baisser les taux avec les droits de douane. En tout cas, la conséquence, c'est ça. C'est que, de toute façon, ce qu'on avait déjà regardé, c'est que pendant la première guerre commerciale de 2018-2019, quand Trump annonçait des nouvelles hausses de droits de douane, les taux longs baissaient beaucoup, et ils baissaient de façon un peu permanente, quoi. C'est l'aspect récessif qui était retenu par le marché. Exactement. Et puis la Fed aussi, à l'époque, retenait complètement l'aspect récessif, avec l'idée que les hausses de droits de douane, les prix augmentent de façon one-off, ça va rentrer dans l'inflation pendant 12 mois, puis après ça va sortir, c'est de l'inflation qui est temporaire, quoi. Donc c'est ça qui avait vraiment primé en 2018-2019. Les taux avaient baissé, les taux longs avaient baissé à cause de ça, puis même la Fed avait baissé 3 fois ses taux en 2019. Et là, il se repasse un peu la même chose, et on avait déjà eu, c'était fin novembre 2024, donc quand Trump avait dit, je fais 25 et 10 contre Canada, Mexique et Chine, les taux étaient repartis un petit peu à la baisse, et puis après, c'était reparti à la hausse.
paradoxe. Mais il y a peut-être dans ce qui est en train de se passer, la baisse récente des taux longs, le fait que on se dise ça sera quand même négatif pour l'activité. Maintenant, pour la Fed, j'ai bien regardé tout ce qu'ils ont pu dire sur les derniers jours et c'est assez cohérent. Donc, il y a beaucoup de membres du FOMC qui prennent la parole et c'est assez cohérent avec ce que disait Powell la semaine dernière. En gros, à court terme, il ne regarde plus l'inflation, il ne regarde plus le marché du travail, il regarde l'administration Trump. Le facteur Trump. Et c'est ce qu'a dit par exemple le vice-président de la Fed, Jefferson, cette nuit. Il dit maintenant il faut vraiment attendre d'en savoir plus sur la politique de Trump parce que en gros on ne sait pas et c'est pour ça que là on marque une pause parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et ce qu'avait dit Powell la semaine dernière, c'est qu'il y avait 4 domaines de politique économique qu'il fallait suivre. Les droits de douane, évidemment, ce qui était aussi relatif à l'immigration, ce qui était relatif à la fiscalité et ce qui était relatif à la dérégulation. Et en fait, personnellement, je pense qu'il y avait quand même des sujets sur lesquels ils peuvent attendre un petit peu longtemps. Parce que les hausses de droits de douane, il les a mises et les a suspendues. L'immigration, il y a beaucoup de photos qui circulent, il y a beaucoup d'articles de presse, il y a Guantanamo, etc. Mais en termes de quantité de personnes renvoyées chez elles, je ne suis pas sûr que ce soit très significatif. Ensuite, sur la dérégulation, oui, il va se passer des choses. Mais après, sur la fiscalité, là, c'est extrêmement compliqué. Quoi. Et on voit bien. Et vu l'ambiance au Congrès, ça risque d'être un dossier compliqué. Et ça va être super compliqué. Quand on suit la presse politique américaine, on voit qu'ils sont incapables de se mettre d'accord entre eux sur rien qu'un plan de ce que pourrait éventuellement être l'agenda. Une stratégie, quoi. Et il n'y a pas. Ça ne marche pas et ça va être très compliqué. En plus de ça, le shutdown va revenir. Le plafond de la dette est revenu en application depuis le début janvier. Et puis, il y a certains qui réclament des fortes baisses des dépenses. Il y en a qui disent mais il ne faut surtout pas baisser les dépenses parce que moi, je vais perdre. Sinon, je suis plutôt centré, je vais perdre dans mon district. Et en gros, tout ça va mener, je pense, à un gros flop parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Ils ont une majorité qui est extrêmement faible. À la Chambre, des c'est très fin. C'est 220, 215. C'est la plus faible majorité depuis un siècle. Donc ça va être. Et c'est la Chambre qui est importante pour la fiscalité, notamment. La Chambre des représentants, c'est quand même. De toute façon, il faut que les deux soient en phase. Et là, la majorité elle est super faible. Quoi. Sur le dollar. Alors, en lien avec les taux, bien sûr, mais il aimerait bien voir le dollar baisser un peu. Alors, il pense qu'il y a trop d'inflation, mais qu'il faut que les taux baissent. Et puis, quand même. On n'arrive pas trop à savoir ce que l'administration Trump veut vraiment faire avec le dollar, mais ce sujet, il est super important et je pense que c'est vraiment la grande oubliée de toutes ces discussions sur le commerce. Allons-y alors. Parce que quand on regarde le taux de change réel effectif, c'est-à-dire l'évolution du dollar par rapport à un panier de devises, mais en plus en prenant en compte le différentiel d'inflation, le taux de change réel effectif des États-Unis, il est en gros au plus haut depuis 1985, c'est-à-dire les accords du Plaza. Après les accords du Plaza, le dollar avait beaucoup baissé. Et là, en fait, le fait que le dollar soit aussi fort, il y a tout un tas de raisons qui font que le dollar soit fort, ça cause des déséquilibres commerciaux. Et quand on regarde par exemple le déficit courant, maintenant il a dépassé 4% du PIB. On n'a pas vu ça depuis plus de 15 ans. Donc ça commence à se creuser, notamment parce que le dollar, il est extrêmement fort. Et la solution de Trump pour réindustrialiser, c'est des hausses de droits de douane qui vont renforcer le dollar. Oui. Parce que là, le dollar qui se renforce, en gros, il se renforce par rapport à tout le monde, pas seulement par rapport au Canada, Mexique et la Chine, ça se renforce par rapport à d'autres zones du monde qui ne sont pas ciblées par Trump, parce que quand on regarde les pays asiatiques hors Chine, c'est désormais le gros finalement pourvoyeur de biens. Vietnam, etc. Bien sûr. Aux États-Unis. Et eux, ils gagnent en compétitivité et ils vont exporter de plus en plus aux États-Unis. Et donc, on va plutôt aggraver finalement ces déséquilibres commerciaux avec ce dollar qui va continuer de se renforcer avec ces politiques de Trump. Donc, je n'ai pas forcément de jugement sur dire c'est bien ou c'est pas bien de monter les hausses de droits de douane, mais ça ne peut pas être la seule politique économique pour réindustrialiser. Non. Biden, lui, il y avait cette histoire de subventions avec les secteurs les plus critiques, et il y a peut-être un mix des deux à faire, etc. Mais en tout cas, ce que propose Trump et ses hausses de droits de douane, ça ne va pas forcément. Ça ne va pas dans le sens d'une baisse du dollar, mais c'est pour ça qu'on verra ce qu'il en est de la réalité tarifaire, effectivement. Pour l'instant, il y a
10% sur la Chine. Sur la Fed, oui, et puis comment on fait de la politique monétaire là, dans le contexte actuel, aux États-Unis et puis en Europe également. Hein. Alors je pense qu'effectivement, la Fed, elle ne peut que faire une pause. De toute façon, effectivement, ils attendent de voir, comme tout le monde en fait. Ce qui est très intéressant dans les 4 points, nous, c'est un peu comme ça qu'on avait présenté les choses en début de mois. C'est-à-dire finalement, la manière d'implémenter le calendrier d'implémentation la séquence, le séquençage, effectivement, parce que finalement il nous a balancé pendant sa campagne les 4 points, les marchés ont acheté, les baisses de la fiscalité, la hype a tout emporté. Voilà. Mais on a bien compris très tôt que ça risquait d'être plus compliqué, et selon justement ce séquençage, on pouvait avoir une multitude de scénarios, en tout cas au moins 3 scénarios très différents. Le scénario grosso modo des marchés, c'est-à-dire, bon, il ne va pas trop loin dans les droits de douane, les baisses d'imposition arrivent, mais plus tard, pas graduellement, mais elles sont là quand même. Et puis surtout, ils n'inversent pas les choses, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas couper dans les dépenses fédérales et mettre dans les rues les Américains qui sont déjà, et surtout dans les dépenses de santé, comme, donc ça c'est plutôt la partie Musk, mais ils vont être plus prudents, ils vont d'abord baisser les impôts, stimuler la croissance, et puis après ils font ça. Donc ça nous donne un scénario à peu près correct qui est favorable au dollar. Et pas défavorable, plutôt favorable au reste du monde. L'Allemagne, typiquement, on a vu avec le DAX, ce que jouaient les investisseurs, c'est oui, il y a peut-être des droits de douane, mais l'euro va compenser et on aura plus de croissance, donc net, il vaut mieux plus de débouchés que... bon. Et puis, il y a le scénario où on inverse les choses. Et là, il y a un électron que j'aime pas trop, moi, parce qu'il est totalement libre et totalement imprévisible. Il s'appelle Musk. Et celui-là, il menace d'appuyer sur des boutons. En tout cas, il a accès aux boutons. Et lui pourrait inverser la chose. C'est les alertes qu'on a eues depuis une semaine. Ça met Washington sous tension. Hein. Si on lit un peu, comme vous le disiez, la presse politique ou la presse anglo-saxonne américaine, on ne parle que de ça là-bas. Hein. Je veux dire... Et c'est normal, et c'est un risque majeur. Alors si on double ça d'une hausse des tarifs avec un choc externe, peut-être ponctuel, mais un choc externe, on peut très rapidement commencer à parler à nouveau de récession aux États-Unis. Et là, pour le dollar, c'est absolument... C'est pas parce qu'une récession c'est toujours négatif pour le dollar, mais ce cas de figure-là discrédite complètement l'administration américaine, le programme Trump, etc. Et peut-être qu'à la clé, à partir du moment où il est discrédité, s'il tape un peu trop fort sur ses créanciers, peut-être bien qu'il y a un risque dollar, parce que quand on a tellement besoin du financement extérieur, on a peut-être à certains moments intérêt à choyer un petit peu ses financiers. Donc tout ça participe de cette extrême incertitude sur les taux longs. Alors, je pense que Bessent, quand même, il a un peu sauvé la donne. Parce que par rapport à un Trump qui avait dit « Je dirais à la Banque centrale que qu'il faut baisser, etc. » Lui, il rééquilibre, on parle plutôt des taux longs, etc. Ce qui est plutôt rassurant, parce qu'effectivement, ça montre que quand même, il y a des gens qui réfléchissent et que si on veut des baisses de taux longs, il faut peut-être laisser les taux courts faire ce qu'ils doivent faire, donc les banques centrales faire leur job. Maintenant, la conclusion sur les taux longs, à mon avis, elle va dépendre de comment les scénarios que je viens de mentionner rapidement se dessinent ou pas. Et là, je pense qu'on est vraiment dans l'incertitude. J'ai un petit peu le sentiment qu'on a fait l'essentiel de ce qu'on pouvait faire en baisse. La baisse était impressionnante sur un mois. D'accord. Mais je commence à regarder un peu l'allure des courbes pour voir si c'est ce. Et à l'inverse, vous n'êtes pas si convaincu que ça qu'on ait vu des sommets encore sur des 10 ans américains dans ce cycle? Véronique. Pardon. Non, je suis pas du tout convaincu. Par contre, convaincu que la Fed ne peut rien faire probablement jusqu'en mars-avril. Et l'inflation ne l'aidera pas beaucoup parce qu'on a des effets de base très baissiers. Attention au retournement des effets de base sur le sous-jacent à partir du mois de mai. Ils sont hyper violents, ceux-là. Ça va être difficile d'avoir une inflation qui ne remonte pas. Alexandre. Après, il y a la composante pétrole aussi qui peut influencer l'aspect taux et du coup l'aspect dollar. C'est-à-dire qu'on voit quand même, même sur les anticipations d'inflation de long terme, je n'ai pas corrélé, mais ça suit quand même pas mal les mouvements du pétrole. Et on voit qu'une des priorités quand même annoncées déjà par Trump et par d'autres membres de son administration, c'est de faire en sorte que l'énergie baisse, un levier par rapport à la Russie, c'est aussi par rapport aux pays du Moyen-Orient ou autres, une capacité de négociation aussi. Donc on a l'impression qu'ils veulent faire baisser les cours du pétrole. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment on les fait baisser ces cours du pétrole en menaçant l'OPEP, c'est une
bonne chose, mais aussi peut-être en brandissant effectivement la question de je vais mettre des taxes un peu partout, tout le monde va avoir peur, et du coup sur les commodities, pas que le pétrole, mais l'ensemble des commodities. Et c'est pour ça que je me demande si on n'est pas en train de partir pour quelque chose un peu baissé sur les commodities. C'est-à-dire quand vous regardez le cuivre, ça c'est un thème plutôt Chine en parallèle, mais le cuivre sur des tendances de long terme, il y a une espèce de gros canal comme ça en place à la hausse depuis le post-Covid en fait. Et actuellement, on est en train de chercher un peu le bas de ce canal. Donc c'est des commodities, on va pas faire d'analyse technique dessus, mais on sait que les niveaux quand même, on le voit sur le pétrole, $65-66, c'est des gros niveaux d'un point de vue psychologique, et on se rapproche de seuil sur le cuivre, on se rapproche de seuil sur le pétrole aussi, on revient vers les $70. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de l'administration de casser un peu la dynamique sur les matières premières, de la faire rebaisser un peu, du coup, pression à la baisse sur les taux, sur les rendements, et tout à l'heure vous disiez aussi ça va dépendre d'autres banques centrales, mais le Japon, je pense, va encore relever ses taux, c'est-à-dire que là, sur une inflation à 3, si je ne me trompe pas, à 3,6, inflation globale, pas cœur, mais inflation globale à 3,6, il y avait un pic un peu supérieur en 2023, pas mal de détente, et là, depuis 2 mois, ça repart, les salaires, plus de 4% de progression au Japon, c'est quelque chose qu'on n'est pas vu depuis pas mal de temps. Et on voit que les discours des membres de la BOJ, pas seulement le gouverneur, mais les autres, il nous faut comprendre que, moi je pense qu'il y a au moins la place pour 50 points de base de plus. Donc on peut aussi réduire comme ça le différentiel de taux avec les États-Unis. Donc ça pourrait, voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent s'emboîter. C'est la BOJ qui monte, les États-Unis qui pour l'instant ne baissent pas trop, mais qui peuvent essayer d'utiliser des leviers qui influencent les rendements. Et du coup, le dollar peut être influencé par ça. Si les rendements américains baissent un petit peu, on l'a vu récemment, quand les taux US, là, après le stress du week-end, l'euro mécaniquement rebondit. C'était pas grâce parce qu'on voyait en Europe, c'était parce que le dollar baissait que l'euro mécaniquement rebondissait un petit peu. Donc est-ce que le levier de l'énergie va pas être utilisé plus fortement par Trump? Ça me paraît possible. Bon, on verra, c'est compliqué visiblement. Les producteurs de schiste aux États-Unis, ils ont quand même envie de rester assez rentables. C'est compliqué de leur demander de réinvestir pour baby drill comme dit Trump. Enfin, on verra, mais c'est vrai que puis il y a aussi l'histoire chinoise. Peut-être qu'il y a aussi un peu de vent porteur côté chinois qui peuvent soutenir une reprise des matières premières. Sur l'Europe et la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que vous dites à ce stade, Bastien? Indépendamment du facteur Trump, la BCE a les arguments pour aller au taux neutre, je crois qu'on l'a compris. Est-ce qu'elle va, sur son chemin, trouver d'autres arguments pour aller plus loin que ce fameux taux neutre, qui doit être précisé ou reprécisé demain par le travail des équipes de la Banque Centrale Européenne? Je ne sais pas si ce sera très différent de ce que le staff de la BCE nous a... Ils disent déjà aujourd'hui, bon ça sort demain, mais vous inquiétez pas, de toute façon on va pas... Il n'y aura pas de changement, quoi. Voilà. Oui, bon. Non mais sur la BCE, alors je ne sais pas si la semaine dernière, Christine Lagarde avait en avant-première le chiffre de Wedge Tracker. Ah oui, Indeed Wedge Tracker. Qui est sorti, que produit la BCE en fonction des négociations salariales. Donc c'est une sorte d'anticipation, enfin de prévision plutôt, de la BCE sur ce que seront l'évolution des salaires cette année. Et là, c'est sorti hier. Et ça s'effondre. Ça très fortement baissé. Elle avait dit que elle avait affiché une forme de confiance dans l'idée que les salaires allaient baisser. Rétrospectivement, quand on repense à ce qu'elle a dit la semaine dernière, elle a mis un focus sur l'évolution des salaires qui était vraiment énorme. Les fois d'avant aussi, mais là encore plus, en disant bien... Aujourd'hui, c'est le seul truc qui gêne la désinflation, c'est l'inflation des services. L'inflation des services, ça provient des salaires. Et il faut que les salaires baissent pour qu'on puisse encore baisser les taux. Et ce qu'on voit là sur le Indeed Wedge Tracker, c'est compatible avec celui-là. C'est le Wedge Tracker de la BCE. Et ce qu'on voit sur cet indicateur avancé, c'est compatible avec une inflation des services qui passerait de 4 aujourd'hui autour à 3 demain, par exemple. Peut-être même en dessous. Même en dessous de 3, c'est possible. En dessous. Après, c'est très difficile à dire parce qu'on n'a pas vraiment de point de comparaison. Une forte hausse des salaires en Europe, on n'a pas connu ça très très souvent depuis le début des années 90. Néanmoins, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec cette forte baisse donc, du Wedge Tracker, là, donc l'indice de prévision des salaires de la BCE, la prochaine fois qu'ils font leurs prévisions, ils mettront une inflation sous-jacente probablement encore en dessous de la cible en 2026-2027, alors que c'était déjà le cas. Ça justifiait le fait qu'il fallait encore baisser les taux. Et s'ils le font encore, donc pour l'instant on était à 1,9, on était juste en dessous de la cible de la BCE. Si on commence à afficher des prévisions des 1,8, 1,7 pour l'inflation sous-jacente en 2026-2027, on n'est plus dans le mandat. Là, on a vraiment les arguments pour aller en dessous du taux neutre et pour aller un peu plus franchement en dessous de 2%. Parce que là, les marchés anticipent qu'on aille vers 2%, légèrement en dessous de 2%. Mais
Mais là, il y aura vraiment des vrais arguments pour la BCE pour y aller, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'avait un peu interpellé depuis 2 ou 3 mois, c'était quand même cette très forte confiance en fait sur le fait que la désinflation soit au rendez-vous en 2025. Alors que la Fed de leur côté, en même temps, disait nous, on est moins confiants quand même sur 2025. Ils avaient remonté les prévisions d'inflation sous-jacente. Et je me disais, il y a une part d'autoconviction peut-être, mais performatif. Mais là, en tout cas, c'est le job d'une banque centrale, mais là, en tout cas, il commence à avoir des arguments. De toute façon, en plus avec la croissance à zéro oui, c'est ça. Au 4e trimestre. Il y a aussi la dimension croissance, on verra, parce qu'elle est encore sur l'idée d'une reprise économique en zone euro pour 2025. Cette reprise, elle a déjà mal démarré. Hein. C'est un PMI composite qui remonte, mais qui a 50. Voilà, ça fait quand même pas mal d'arguments, plus éventuellement la guerre commerciale qui pourrait finalement se matérialiser dans le cas de l'Europe. Il y aura quand même plein d'arguments pour baisser les taux et aller en dessous du taux neutre pour la BCE. Un mot là-dessus, Véronique. Non, mais moi je suis complètement en dehors de ce consensus, c'est curieux, j'ai beaucoup de mal. Avoir la BCE aller plus bas que le taux neutre. Plus bas que le taux neutre, d'abord, quel est le taux neutre? Là on parle d'inflation et d'inflation sous-jacente, est-ce que c'est la définition du niveau de la neutralité des taux? Je ne suis pas sûre, surtout si on a des prix, quelques dizaines de croissance en zone euro. L'autre élément, c'est qu'on a des écarts de conjoncture au sein de la zone euro qui commencent à être un vrai sujet. Périphérie par rapport au cœur. Alors, on peut faire comme durant la première décennie et laisser les choses partir dans le décor. J'ai l'impression que normalement, ça devrait nous servir de leçon parce que les écarts d'inflation également sont très importants. L'autre élément, c'est... Alors, il y a 2 choses. Soit c'est un scénario où toutes les forces désinflationnistes se mettent en place. Aux États-Unis, les taux longs baissent pour tout un tas de raisons, des prix du pétrole, machin. Hein. Et normalement, on a une croissance qui est plus faible que celle attendue par le consensus. Donc, dans ce cas, OK, on ouvre la porte à ce scénario où il y a plus de... C'est pas le scénario que j'ai encore pour l'instant. J'ai un scénario plus soutenu aux États-Unis. C'est toujours faiblard en zone euro, mais en amélioration, notamment en Allemagne et en France. Et du coup, j'ai pas de place. Moi, dès que la Fed arrête de baisser ses taux, j'ai un quart, un demi-point de plus de la BCE, mais je n'arrive pas parce que l'euro s'affaiblit. Voilà, on a parlé du taux de change auparavant, ça montre à quel point les sujets sont complexes, mais du coup, je suis complètement en dehors de ce consensus où on voit beaucoup de baisse des taux de la BCE, et moi j'ai plutôt compris que la BCE nous disait, oui mais alors, dans les services, il va quand même falloir que ça s'améliore, et je pense que ça risque d'être un peu plus difficile, sauf si la conjoncture vraiment se détériore. On se retourne complètement. Bon. Sur la BCE, l'euro-dollar, pour l'instant, l'euro-dollar, le marché ne semble pas effrayé à l'idée que la BCE puisse baisser quand la Fed serait en pause, au moins pour quelques temps. Oui, mais c'est vrai que ce que vous disiez Bastien tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait une baisse de l'euro après l'élection, mais c'est vrai que le Trump trade qui s'était mis en route grosso modo en septembre, si on prend le 1,12 euro-dollar, euro-2, effectivement, on a déjà sur du 8-9% de baisse. Donc ça, c'est pas une vraie question intéressante pour nous par rapport au droit de douane, mais c'est vrai que la question du potentiel encore baissier se pose. Après, sur le tableau un peu plus large, moi j'ai quand même l'impression que ce qu'il faudrait, est-ce que c'est ce que nous aurons, mais c'est qu'il y ait à un moment donné, effectivement, on l'a peut-être revu un petit peu ces derniers jours sur les taux longs européens. En gros, il y a toute une séquence où les taux longs européens se sont redressés depuis début décembre, et là ils ont vraiment matché le redressement des taux US. En fait, une espèce de grosse corrélation où les taux US, boum, c'était la vague qui montait quasiment 4,80 là. Voilà, c'est ça. Tous les taux européens sont partis à ce moment-là avec la stabilité budgétaire, etc. Et ensuite, on plafonne, et là, à nouveau, ça repart, mais ça repart parce qu'effectivement la BCE baisse ses taux, ça c'est toujours le tableau de fond, mais ça a un peu accéléré après les questions tarifaires. Et l'idée que ça puisse... Moi, tout à l'heure, tu parles du scénario, premier scénario, moi, c'est mon scénario, celui-ci, où il y aurait d'abord une espèce de choc un peu de confiance, un peu partout, où les taux, d'un seul coup, commenceraient à taper plus fortement, parce que les matières premières baisseraient, un risk-off, voilà, risk-off, où les actions se dégradent, les matières premières se dégradent, les taux partent à la baisse, négatif d'abord, et ensuite positif, parce que c'est bon pour le crédit, c'est bon pour le crédit au ménage des entreprises, et puis la BCE arrive au taux neutre tranquillement. Bon. On verra pour la suite. Aujourd'hui, l'histoire, c'est le CAC 40 qui clôture à nouveau au-delà des 8000 points, à 8007 points précisément ce soir. Merci à vous trois. Bon rapport sur l'emploi américain demain. Véronique Riche-Flores était avec nous, présidente de RF Research, membre de Calix 360, Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, et Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps et les enjeux 2025 pour ce segment de marché, cette classe d'actifs qui a souffert depuis longtemps maintenant. Nous en parlons avec Stéphanie Brunel-Moget, qui est gérante privée à la financière d'Uzès. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Merci d'être là. Les small caps, ça fait partie des classes d'actifs que vous travaillez pour le compte de vos clients, que vous connaissez bien depuis longtemps, et donc vous avez suivi, comme nous, et peut-être plus encore, ces années de sous-performance pour les petites capitalisations boursières françaises, européennes. Il y a peut-être des différences en fonction des marchés, mais globalement, ce sont quand même plusieurs années de sous-performance qui s'accumulent. Est-ce que cette sous-performance est devenue une fatalité ou pas, Stéphanie ? Vous voulez nous faire pleurer là. Non, j'essaie justement de réveiller un peu l'espoir, l'espérance. Bon, il y a On connaît tous le tableau, mais il faut peut-être en redire un mot. Malheureusement, on a eu des années, ça se compte maintenant, non pas en 2, en 3, mais presque en 4 ou 5 années de sous-performance notoire des small cap par rapport aux plus grands indices. Donc oui, là, on ne peut pas dire le contraire. Ces sociétés vraiment ont beaucoup moins performé. Il y a un écart de valorisation très significatif entre notamment le CAC 40 qu'on connaît et un PEA-PME. Ça se compte en presque 30-40% de différence de performance. Donc c'est très significatif et c'est très pénalisant dans les portefeuilles de ceux qui ont adopté cette classe d'actifs de manière un peu avec le cœur. Ouais, c'est souvent on aime investir dans des sociétés qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on a peut-être parfois la possibilité de rencontrer aussi. Donc, puis c'est un effort supplémentaire de travailler cette classe d'actifs, c'est un vrai choix, c'est un acte de foi, il faut le dire. Mais on a l'impression aussi du coup qu'on va pouvoir peut-être être plus malin et tirer son épingle du jeu de cette classe d'actifs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'on est comme souvent au mois de janvier ou février, début d'année, sur l'éternelle thématique du est-ce que c'est l'année du rebond ? Alors on peut l'espérer, il y a un certain nombre de facteurs évidemment pour penser qu'en 2025 on aura alors peut-être avec un retour du stock picking encore plus fort qu'avant, des valeurs de cette classe d'actifs-là qui vont pouvoir retrouver des couleurs. Et il y a beaucoup de raisons pour ça. Qu'est-ce qui a changé dans les facteurs qui ont expliqué cette sous-performance, quels sont les facteurs qui sont peut-être en train de tourner aujourd'hui, Stéphanie ? Alors d'abord, on a une sous-performance, une sous-valorisation qui est historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 6 ans, maintenant, je pense que les small caps sont à leur plus bas historique au terme de valorisation. Il y a un écart par rapport aux grandes, plus larges capitalisations de près de 30%, et par rapport aux small cap, c'est presque 40 à 50%. Donc là, voilà. Est-ce que pour autant, ça n'est pas cher ? Alors ça dépend des secteurs, ça dépend des sociétés dans cet univers, qui est un univers très large, avec des thématiques aussi bien, on va aller de l'énergie à l'industrie, au loisir. Enfin, on retrouve tous les secteurs d'activité dans cette sous-thématique de capitalisation plus petite. Alors, qu'est-ce qui a expliqué toutes ces années ? Bon, on va le faire rapidement, parce qu'on a souvent... Ce qui a changé surtout. Voilà, ce qui a changé. Bon, ce qui a vraiment été très pénalisant, c'est les flux. Je pense qu'au cours de ces dernières années, on a eu une concentration de la gestion avec un impact des ETF accentué par ces fameuses magnifiques valeurs technologiques américaines. Et les gens se sont dit finalement, pourquoi réfléchir ? Ça va tout seul. Je vais mettre dans mon portefeuille du Nasdaq, du MSCI World, du S&P 500 et peut-être un peu d'Eurostoxx 600 et autres. Et je fait moins de recherche. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un moment où on est peut-être au moment de la bascule. Et les séances récentes depuis le début de l'année ont peut-être un peu tendance à nous le montrer. C'est qu'on a peut-être été un peu dans l'excès de cette concentration des portefeuilles et que le stock picking va retrouver des couleurs et qu'il va falloir justement aller chercher les sociétés qui sont en retard, qui sont moins chères, qui sont bien positionnées. Et on en a plein dans cette univers. Il y a des investisseurs qui, effectivement, après avoir bien profité de cette thématique de la concentration ou de cette stratégie de concentration, vont plutôt chercher à se déconcentrer. À se déconcentrer. Et alors exactement, on le voit, aujourd'hui, il y a vraiment eu, depuis le mois de décembre, on voit le décembre-janvier, un arbitrage massif, jamais eu autant de très nombreuses années, de la classe d'actifs américaine vers l'Europe. Alors, c'est pas pour autant qu'on arrive directement sur les small caps. Non, mais c'est déjà un premier pas. C'est une première étape. C'est un premier pas. On a certes des indices, les plus grands indices, les CAC 40, etc., le DAX qui sont à plus 8, plus 9, la séance d'aujourd'hui est encore incroyable, et des plus petites qui ne sont pas encore à ces niveaux, mais qui rebondissent. Entre le CAC PME est à plus 3, le mid and small plutôt à plus 4, plus 5. Donc,
On rattrape, on travaille, et là-dedans, on a effectivement des publications qui arrivent. Alors, c'est plutôt les chiffres d'affaires sur ces sociétés-là qui commencent à être connus, parce que le temps de publication est souvent un peu plus long pour avoir les résultats. Mais on a beaucoup de thématiques qui retrouvent des couleurs, et ça, c'est un bon signal. Est-ce que la dynamique bénéficiaire des entreprises de petite taille, de petite capitalisation est en train de repartir? Parce qu'on m'a beaucoup expliqué que pendant ces années de sous-performance, souvent on justifiait la surperformance des small caps parce qu'il y avait un surcroît de croissance bénéficiaire. Ce qui n'a pas toujours été vrai ces dernières années, quand on a vu des croissances bénéficiaires dans les Mag 7 à plus 20, plus 30, ce qu'on voit encore aujourd'hui. Est-ce que là, il y a une dynamique qui se remet en place sur la croissance bénéficiaire de ces entreprises? C'est tout à fait une des raisons, finalement. Ouais. Avant, les small caps surperformaient très nettement les large caps, ce qui a été moins le cas pendant ces dernières années, parce qu'on a eu un contexte global qui a été plus compliqué, instabilité politique, fiscale, avec l'énergie et autres, etc. Mais aujourd'hui, on a vraiment un certain nombre de secteurs qui ont annoncé des attentes sur les croissances bénéficiaires pour 2025-2026, qui sont autour de entre plus 6 et plus 10, donc c'est très significatif. Alors, est-ce qu'ils sont trop optimistes ? Peut-être. Néanmoins, on a aussi, par exemple, sur le stock 600, une croissance bénéficiaire attendue à plus 9. Donc, finalement, pourquoi est-ce que les plus petites n'auraient pas... Finalement, c'est un peu cette même tendance, évidemment, avec des dispersions en fonction des secteurs d'activité. Ouais. Je me place du côté des émetteurs aussi, ça fait longtemps que je suis les marchés, et c'est vrai que le phénomène d'attrition de la cote n'est pas nouveau, mais il se poursuit année après année, et 2024 a été une année marquante de ce point de vue-là, beaucoup plus de sorties que de nouvelles entrées d'introduction en bourse. Du point de vue des émetteurs, des entreprises, vous rencontrez des managements de sociétés cotées, bien sûr, Stéphanie, il y a quand même des entreprises dans l'univers des small caps qui sont contentes d'être cotées en bourse aujourd'hui, ou ça devient compliqué à trouver Alors, il y a les deux, mais ça va être source d'opportunités pour les investisseurs dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui trouvent que leur valorisation est vraiment trop basse et qui vont réfléchir peut-être à trouver, avec l'aide d'un fonds de private equity ou d'une banque, etc., une proposition pour sortir de la bourse. Ouais. Mais alors, il faut savoir quand même que l'année dernière, ça fait 2-3 ans qu'on a déjà un certain nombre de sorties de cotes de bourse, et que dans ces cas-là, les investisseurs que nous sommes vont bénéficier en moyenne d'une prime de 30%. Ouais, c'est ça. Cette prime a même été plutôt autour de presque 40% l'année dernière. Donc, c'est aussi quand même un bon catalyseur pour la classe d'actifs. Et puis, évidemment, qu'il y a des patrons qui sont très heureux d'être cotés en bourse. Même. Voilà. Alors, il y en a d'abord qui sont rentrés il n'y a pas très longtemps. On peut parler des belles réussites comme Steve, par exemple, qui a été une très belle société, une très belle introduction en bourse, et depuis l'introduction, Planisware, qui était une société qui vient du private equity. C'était Ardian, qui a été très heureux de trouver la liquidité en bourse. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que ça s'était un peu tari, mais il ne faut pas oublier que le private equity peut-être arrive au bout d'une période un peu faste, avec les taux à zéro qui leur permettaient de se financer, de lever beaucoup d'argent et peut-être de racheter un peu, en fonction des véhicules, les participations qu'ils avaient. Ça, je pense que ce monde change et qu'on a aujourd'hui vraiment la bourse qui va jouer un rôle de financement des entreprises parmi les autres possibilités, avec des contraintes, mais aussi beaucoup de visibilité. Et c'est souvent ce que viennent chercher les patrons. On a une manière de se structurer sa communication financière vis-à-vis des investisseurs, des clients. Les clients sont souvent contents de savoir que la société est cotée en bourse. Ça amène une forme d'exigence dans l'entreprise. Apporte une forme d'exigence, exactement. Et puis surtout, ça permet à des sociétés d'accompagner certaines croissances externes. Alors c'est vrai que ça peut être pénalisant quand on est peu valorisé, quand on veut acheter une société qui n'est pas cotée et qui est, elle, finalement mieux valorisée, ou en tout cas au multiple du private equity, ça peut être un peu pénalisant. Mais c'est aussi une très bonne manière de pouvoir lever des fonds, de faire une augmentation de capital avec des droits préférentiels de souscription, ou finalement de faire des échanges d'actions. On a une valorisation qui est une référence et qui peut être une chose rassurante pour ceux qu'on rachète. Donc tout ne dysfonctionne pas complètement quand même dans ces marchés. Non mais je veux dire, c'est des patrons de private equity pointe le dysfonctionnement de ces marchés boursiers, mais comme vous le dites très bien, ils sont en train de comprendre qu'ils ont besoin aussi de ces marchés liquides, de cette vérité quotidienne des prix, pour aussi sortir certains de leurs compagnies en portefeuille. Qui devrait travailler exactement en bonne intelligence, comme on le fait depuis longtemps, donc il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que vous aimez bien, il nous reste une minute, Stéphanie, qu'est-ce que vous aimez bien dans cet univers des small caps, alors je ne sais pas, en termes de thèmes, de secteurs, ou même d'entreprises, si vous pouvez en parler spécifiquement. Rapidement, effectivement, moi je trouve que les secteurs qui fonctionnent
fonctionne bien. En tout cas, cette année, il va y avoir tout ce qui est services et équipements énergétiques. Donc, on a quand même toute une classe d'actifs qui était pointée du doigt avant, c'était le pétrole, etc. Mais sauf que la transition énergétique ne va pas assez vite et donc on a quand même encore besoin de continuer de compter sur le pétrole. Donc, des Vallourec, des SBM Offshore, des GTT, des Viridien, anciennement CGG. Oui, bien sûr. Ce sont des thématiques qui ont déjà bien rebondi, mais qui, à mon avis, ont encore du potentiel, qui ont des carnets de commandes très remplis et avec un sous-jacent de prix du pétrole qui reste quand même à un bon niveau. Ce qu'on appelait les parapétrolières, fait un temps. Voilà. Après, on a aussi tout ce qui est aéronautique et défense. Je pense que ça, c'est contrairement à l'automobile, ils ont des produits qui sont homologués et qui vont être vendus les mêmes pendant 15, 20 ans. C'est des cycles très longs avec un écosystème qui a été mis à rude épreuve pendant le Covid, mais qui là, ça y est reparti. Donc on a dans les toutes petites des Figeac Aéro, par exemple, qui a fait une très belle recovery depuis le gros problème du Covid, ou un Dassault Aviation, qui est peut-être beaucoup plus connu, mais qui a un très beau carnet de commandes, beaucoup de trésorerie. Donc ça, c'est très solide. Lizzie, peut-être. Et puis, j'aurais peut-être envie de vous parler d'une dernière thématique, c'est tout ce qui est un peu biens et services liés au tourisme. Voilà, qui en fait, on est en Europe, on est en France, on a vécu les Jeux Olympiques, la France est magnifique, on le a plus envie beau pays d'y du venir. monde, bien sûr. Et donc, nos hôtels, certes, ont été un peu chamboulés pendant cette période, mais depuis, l'image de la France rayonne et donc on a dans les plus petites valeurs aussi bien des Pierre et Vacances, des compagnies Le Bon, des compagnies des Alpes. On va aller au ski, on va peut-être prendre un camping-car avec Trigano ou Univers. Donc tout ça, ce sont des sociétés qui fonctionnent et qui ont des belles perspectives et sur lesquelles il ne faut pas hésiter à se positionner, je pense, aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie. Le stock picking, c'est la règle stratégique pour investir dans cet univers des small et mid cap pour 2025. Stéphanie Brunel-Moget, gérante privée à la financière d'Uzès, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.